Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, que ce soit et pour votre présence physique ou virtuelle à ce colloque. Donc, j'ai l'honneur de présider ce premier atelier qui porte sur les municipalités et la transition énergétique, plus particulièrement les compétences juridiques. Donc, trois conférenciers de renom prendront la parole. Tout d'abord, Francis Roy, qui est professeur titulaire au département des sciences géomatiques à l'Université Laval. Sa présentation sera suivie par celle de Christian Savard, qui est directeur général de l'organisme Vivre en Ville. Et enfin, nous bénéficierons d'un éclairage français, puisque le professeur Philippe Terner, qui est professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, complétera donc, ce trio de conférenciers. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Francis Roy. Francis, en plus d'être professeur au département des sciences géomatiques, dirige le département depuis 2 ans. Il est arpenteur géomètre et il s'intéresse depuis longtemps à toutes ces questions de propriété foncière, propriété immobilière et zonage. Il s'intéresse également à la gestion des risques de désastres naturels et à la gouvernance de l'aménagement durable du territoire. Alors, il prendra la parole pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, ce sera le tour de M. Savard et du professeur Terner et on complétera cet atelier par une période de questions générales. Donc, on réservera pour la fin la période de questions. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Francis Roy. Merci, François. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin, de casser la glace en personne. Les propos que je vais tenir ce matin ne découlent pas de projets de recherche et d'initiatives de recherche pointues dans le domaine de la transition énergétique, mais davantage d'expérience sur plusieurs années d'enseignement de l'aménagement du territoire à une clientèle très vaste. Le cours d'aménagement que j'offrais intéressait des étudiants de premier cycle de plus d'une dizaine de programmes. Donc, ça donne une diversité des points de vue et aussi l'aménagement du territoire a ça de particulier. C'est que même si on n'en devient pas un professionnel, on est toujours concerné par l'aménagement du territoire parce que nécessairement, on réside quelque part, on travaille quelque part, on se déplace et les enjeux d'aménagement nous concernent. Donc, j'ai le plaisir de débuter ce premier panel sur la transition énergétique que j'aborde sous l'angle de l'aménagement, puisque je pense que si on s'intéresse au rôle ou au pouvoir, aux compétences des municipalités en matière de transition énergétique, une de leurs grandes compétences législatives est celle de planifier l'aménagement du territoire. Et lorsqu'on planifie cet aménagement et que l'on vient fixer par des normes l'organisation spatiale avec les techniques que l'on utilise aujourd'hui, nécessairement, cela a un impact fort sur la consommation d'énergie, notamment pour les transports. Donc, dans les minutes qui vont suivre, je vais introduire ou passer assez rapidement les deux grands débats qui ont frappé de plein fouet les municipalités dans la dernière décennie qui concernent la production énergétique lorsque des grands projets ont été lancés dans le cadre de politiques publiques de développement énergétique, de création d'emplois, de développement régional. Je pense à la production d'énergie éolienne et à l'exploitation des gaz de schiste. Évidemment que ça l'a touché l'aménagement du territoire, mais mon propos s'intéressera davantage dans une deuxième partie à l'organisation spatiale des milieux habités qui repose sur des déplacements et nécessairement sur une consommation d'énergie. Et c'est à ce chapitre, je crois que les municipalités ont un grand rôle à jouer dans cet esprit de transition énergétique. Donc, dans un premier temps, comme je vous le disais il y a quelques secondes, l'aménagement du territoire a été le forum, même l'arène de grands débats dans les 10 dernières années concernant cette transition énergétique, le passage vers des énergies renouvelables, notamment en matière de production d'énergie éolienne. Comme je l'indiquais, ces projets ont été mis de l'avant dans le cadre de grandes politiques publiques de développement régional, de développement économique, de transition énergétique.
mais lorsque, passé outre ces grandes politiques et les projets atterrissent sur le terrain, ils viennent frapper le mur de la réalité aménagiste. Ces projets doivent s'implanter en des lieux, doivent s'implanter quelque part sur le terrain. Souvent, ce sont des lieux habités, ce que nous a laissé voir les grands projets de production d'implantation de parcs d'éoliennes et surtout d'exploitation des gaz de schiste, dont les réserves sont principalement situées dans la vallée du Saint-Laurent, milieu très habité. Je dirais que c'est l'endroit de 90% de l'écoumène du Québec. Donc, passant des grandes politiques publiques et de développement énergétique, les municipalités ont été placées devant des enjeux relatifs à l'acceptabilité sociale de ces projets, la qualité environnementale et surtout l'équité économique lorsque l'on voit que dans des régions comme la Gaspésie, où il y a du vent à exploiter, on constatait que d'un point de vue économique, oui, il y a des investissements qui se font, mais ces investissements-là, la plus-value générée ressort des régions et ne reste pas sur place. Donc, milieu des années 2000, ces grands débats sur le développement éolien, je vous disais, qui ont frappé les municipalités, puisque les municipalités n'étaient pas outillées, on n'avait pas de directive d'orientation gouvernementale pour saisir à bras-le-corps ce type de nouveaux projets à implanter sur le territoire, mais qui étaient susceptibles de générer des conflits d'usage, des conflits, des problèmes de voisinage, de sorte que la population a demandé des consultations publiques, a manifesté des préoccupations vives. Et dans ces grands projets-là, ce que l'on peut constater, c'est que l'aménagement du territoire est un peu à rebours ou en réaction face à ces grandes initiatives. Notamment, on parlait autour de 2004-2005 de ces projets. On annonçait des projets d'implantation de parcs d'éoliennes, mais les municipalités étaient complètement prises au dépourvu et des orientations gouvernementales n'ont pas été adoptées au préalable, mais à la suite de ces projets et des contestations citoyennes pour tenter de réduire les conflits et les nuisances qui pouvaient être gérées par ces projets d'éoliennes. Et par après, les municipalités ont été presque placées devant le fait accompli, ont dû réagir, non pas planifier, mais réagir post facto par l'adoption de règlements de contrôle intérimaires pour tenter de localiser, avec le moins d'impact possible, les endroits où l'usage d'éoliennes serait permis. Mais ce que l'on a constaté par la suite, cette forme de zonage induit par le contrôle intérimaire, on ne planifiait pas, on ne faisait que un peu rendre légal les projets d'éoliennes qui étaient déjà adoptés. Un peu la même chose de façon plus récente, au début des années 2010, avec le dossier ou la filière de production de gaz de schiste. Vous voyez ici sur la carte qu'au Québec, en fait, la localisation des couches géologiques où on retrouve ce gaz de schiste est situé dans la vallée du Saint-Laurent, qui est l'endroit au Québec qui est le plus habité. Donc, c'est des terres privées et l'exploitation du gaz de schiste, nécessairement, une fois que les projets sont présentés publiquement et que ces projets doivent être localisés sur le terrain, les citoyens, les propriétaires privés constatent qu'il y a des risques et des répercussions. Ça peut toucher directement leur propriété immobilière par des puits d'accès aux tunnels souterrains, peut être des chemins d'accès et aussi un grand risque de contamination des sources d'eau potable. Donc, encore une fois, je dirais, à l'image de ce qu'on avait vécu quelques années avant dans le dossier des éoliennes, les municipalités étaient dépourvues de moyens d'intervention pour un peu planifier ou du moins contrôler et tenter de réduire les impacts négatifs dus à ce type d'usage sur le territoire. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est très claire à ce sujet, c'est que les activités
minière où l'exploration et l'exploitation des substances minérales et des réservoirs souterrains sont des activités qui sont soustraites à la compétence aménagiste des municipalités. Donc, même si ces projets sont susceptibles d'avoir un impact direct sur la qualité de vie, les conflits d'usage, le bon voisinage, c'est une question qui échappe aux municipalités. Et encore un peu à rebours, en 2016, une fois que la pression populaire est retombée, le gouvernement adoptait des orientations gouvernementales pour assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres activités du territoire, permettant aux municipalités d'identifier sur leur territoire des secteurs ou des zones qui sont incompatibles avec les activités d'extraction minière et gazière. De sorte que je reprendrai une caricature de Garnotte qui a été publiée en 2013 lorsque, en plein débat sur ce sujet, et qui rappelle que souvent les citoyens sont pris au dépourvu, on annonce des projets et hop, on est placé devant le fait accompli. Deuxième partie qui m'intéresse davantage, qui touche davantage les expertises que j'ai développées en enseignement, c'est-à-dire que comment penser ou planifier l'organisation spatiale des territoires habités, principalement des municipalités, des villes, en fonction de la consommation d'énergie et aussi en fonction comment planifier le développement urbain afin de réduire cette dépendance aux énergies. En prenant quelques statistiques publiées sur le site du ministère de l'Énergie et des Ressources, on constate que la consommation d'énergie au Québec en 2011, ici c'est par source énergétique, on voit que l'électricité compte pour 40 % et le pétrole, produits pétroliers pour 38 %. Et de ce 38 % qui est rattaché à la consommation de l'énergie pétrolière, 76 % est consommé par les transports. Donc, on voit que les déplacements en milieu urbain, le transport des marchandises, mais surtout le transport des personnes et le transport individuel des personnes comptent pour 3/4 de la consommation du produit pétrolier au Québec avec les données de 2011. Donc, la question un peu qui est soulevée ici, c'est si on parle de transition énergétique, si on parle de transition, mais aussi une réduction de la dépendance énergétique dans la vie de tous les jours, il faut nécessairement penser à la question des transports, des déplacements urbains, et qui parle de déplacements pense tout de suite à la façon de concevoir, d'organiser spatialement les villes et de planifier leur développement. Et à cet égard, on tombe directement dans le champ de compétences des municipalités en matière d'élaboration des schémas d'aménagement et de développement, des plans d'urbanisme et enfin des différents règlements d'urbanisme, règlement de zonage qui vient donner un peu cette structure réglementaire et normative à l'organisation du territoire. Là où on peut comprendre pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à dépendre autant du transport ou des déplacements, les déplacements quotidiens plus ou moins longs, mais je dirais de plus en plus longs, font partie de la vie d'aujourd'hui. Cela découle de la principale technique qui est utilisée en aménagement du territoire, c'est-à-dire la technique du zonage. Dès qu'on parle d'aménagement du territoire, on parle d'urbanisme, on parle d'enjeux urbains. On le voit aujourd'hui dans les semaines aussi à suivre, dans la campagne électorale, dans les campagnes électorales municipales, on va nécessairement parler du zonage. Et la technique du zonage repose essentiellement sur la séparation des fonctions. Donc, on place dans l'espace des fonctions, les fonctions résidentielles, des fonctions commerciales, des fonctions industrielles, dans le but, évidemment, dans un but légitime, c'est le but de réduire les conflits d'usage et les nuisances qui sont générées par le voisinage d'activités ou d'usages incompatibles.
Mais si l'on applique de façon stricte à la lettre cette séparation des fonctions, nécessairement que l'on crée une organisation spatiale qui repose sur des déplacements quotidiens de plus en plus nombreux et de plus en plus longs en termes de distance, mais aussi de durée dans le temps. Vous avez peut-être déjà joué au jeu SimCity. C'est peut-être un peu une illustration ludique de l'application de la technique du zonage à l'état pur, où on place nos résidences, le poste de police. Quand on a assez de revenus, on place un stade, un port de mer, mais le tout repose sur la séparation des fonctions. Donc, l'ossature de nos villes, après plusieurs décennies d'application du zonage, repose sur le réseau routier, et on a vu que le transport routier est la principale source de consommation d'énergie et d'énergie pétrolière. Donc, un constat sur le zonage. Le zonage que l'on utilise souvent à l'état pur favorise l'étalement urbain, augmente les distances quotidiennes et les déplacements, réduit les services de proximité parce qu'ils doivent, ces services, s'installer ou s'implanter dans les zones prévues à cet effet. Et je vous ai mis dans le bas ici de la page, dans le bas droit, une chronique qui avait été publiée par le journaliste François Bourque en 2009, intitulée « À la recherche du temps perdu ». C'est un peu un appel à une nouvelle forme d'urbanisme, un appel à une nouvelle forme de planification de l'aménagement urbain où, en intervenant sur l'espace, on intervient surtout sur l'affectation du temps que l'on n'a pas en quantité limitée. Donc, en réduisant les déplacements, en favorisant la densité et la mixité, on vient recréer des milieux urbains qui permettent de en planifiant mieux le développement spatial du territoire urbain, on permet de mieux utiliser le temps qui est à notre disposition. Je vous ai mis une photo aussi de la ville de Houston qui est assez fascinante parce que quand on le regarde, évidemment que nos modes de déplacement actuels, avec principalement le transport automobile, ces automobiles-là, il faut les laisser quelque part. Je vous invite à regarder sur l'imagerie satellitaire la ville de Houston et vous constaterez que le centre-ville est constellé de stationnements de surface. À la valeur du sol, faut croire que le stationnement de surface a une très grande valeur et génère des grands revenus et que c'est un usage quasi optimal dans leur cas, parce qu'on dit souvent, notamment de notre point de vue de citadins de la Ville de Québec, que les stationnements de surface, on cherche à les éliminer, alors qu'ici, dans une grande ville nord-américaine, le centre-ville en est constellé. Et on constate qu'ils ont construit, il y a peut-être une décennie, une ligne de tramway, et cette ligne de tramway relie, je dirais principalement, des stationnements de surface entre eux. Donc, notre zonage, les municipalités sont conviées à répondre à un grand défi, c'est-à-dire par l'organisation spatiale des villes, leur planification, elles doivent maintenant intégrer une nouvelle composante, c'est-à-dire celle de la consommation énergétique. C'est-à-dire comment produire un espace urbain où la dépendance à l'énergie, donc aux déplacements quotidiens, seront réduits. Non pas de les éliminer complètement, mais si on les réduisait du moins de moitié, ce serait déjà un grand pas en avant. Le ministère des Affaires municipales conviait ou mettait à la disposition des aménagistes, il y a quelques années, un guide des bonnes pratiques intitulé « La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'aménagement du territoire » et essentiellement le message est le même que je vous transmets ce matin, que comment arriver à utiliser ou à intégrer cette nouvelle préoccupation dans le zonage pour que l'organisation spatiale du territoire urbain vienne à réduire la dépendance ou réduire la longueur des déplacements quotidiens de chaque citadin qui doit se déplacer. Souvent, le déplacement régulier
laisser les enfants à l'école, venir au travail, faire quelques commissions, repasser par l'école, faire des activités, revenir à la maison. Donc, comment faire pour réduire, évidemment, ces déplacements-là, ce qui aura un effet direct sur l'émission des gaz à effet de serre. Donc, le zonage et le transport sont intimement liés. Il y a des concepts récents, les concepts de TOD qu'on voit de plus en plus appliqués au Québec, les Transit Oriented Development ou les développements orientés ou qui tiennent compte du déplacement urbain. Donc, ce sont un peu des façons d'adapter le zonage pour favoriser la densité, la mixité, l'intermodalité des transports. De plus en plus aussi, le zonage devra intégrer la dimension 3D, faire du zonage en 3D, non pas uniquement un plan surface où les usages sont prévus, mais on pourrait avoir des usages différents en fonction de la hauteur et du nombre d'étages. Donc, en conclusion, oui, les municipalités sont au cœur même, je dirais, de la transition énergétique. Il y a une grande consommation d'énergie et surtout d'énergie d'origine pétrolière qui est conséquente ou de l'organisation spatiale des villes, qui est le résultat de l'application, je dirais, de l'application rigide de la technique du zonage, et que le cadre juridique des municipalités de l'aménagement devra, s'il n'évolue pas, du moins prendre en compte des débats où on intégrera cette réflexion quant à favoriser la transition énergétique et produire des milieux urbains qui dépendent un peu moins, qui réduisent la longueur et la durée des déplacements quotidiens. Donc, le grand défi, c'est de développer des pratiques innovantes et une application beaucoup plus flexible de cette technique du zonage qui est à la base de nos régimes d'aménagement. Je vous remercie.